1er juin 1945. Lieutenant Juzo Tsuda. Il scrute l'horizon. Depuis son poste d'observation sur le pont du I-156, la mer du Japon est plate, grise, immobile. Un lac, leur lac. Cela fait 3 ans que Tsuda commande ce sous-marin. 3 ans à obéir aux ordres. 3 ans à attendre le grand combat, la bataille décisive dont parlent les amiraux depuis l'Académie. Il a torpillé un destroyer américain une fois, en 1942. Depuis, rien, ou presque. Des missions de ravitaillement, des caisses de riz et des obus entassés dans les tubes lance-torpilles pour nourrir des soldats oubliés sur des îles perdues. Tsuda serre les mâchoires. Il n'est pas un cargo, il est un guerrier de la mer. Mais ce matin-là, il voit quelque chose qui lui glace le sang. À l'horizon, un périscope, puis un deuxième, puis un troisième. Des silhouettes noires fendent la surface. Des bateaux américains. Ici, dans la mer du Japon. Le sanctuaire intouchable de l'empereur. Tsuda hurle un ordre. « Plongée d'urgence !» La cloche sonne, les hommes courent, les moteurs électriques vrombissent, l'étanchéité des compartiments claque. Trop tard, une torpille s'arrache de l'eau, silencieuse, rapide. Elle trace un sillage blanc vers sa coque. Le I-156 tressaute. L'acier hurle. L'eau noire se rue par la brèche. En 30 secondes, le sous-marin de Tsuda gît par 80 mètres de fond. Les corps de ses 95 marins dansent dans l'obscurité glacée. Tsuda n'a pas le temps de comprendre. Mais nous allons comprendre. Pourquoi ce sous-marin était là, inutile, à attendre la mort? Pourquoi la flotte sous-marine japonaise, l'une des plus grandes et des plus avancées du monde en 1941, n'a presque rien coulé? Pendant que les sous-marins américains, eux, ont étranglé le Japon jusqu'à l'agonie. C'est l'histoire d'une illusion, d'une stratégie suicidaire et d'un mythe détruit. L'arme secrète japonaise n'était pas technique, elle était mentale. Et ce mental, il les a perdus. Pour comprendre ce désastre, il faut remonter à 1905. Le Japon vient de battre la Russie. La bataille de Tsushima, une victoire écrasante. L'amiral Togo détruit la flotte russe en quelques heures. Dans les écoles navales japonaises, on n'enseigne plus qu'une chose, la bataille décisive, le grand affrontement, les cuirassés qui se canonnent, l'escadre qui en découd à la surface. Le sous-marin, dans cette vision, n'est qu'un outil, une arme de soutien, pas une arme stratégique. En 1941, l'amiral Isoroku Yamamoto, le père de Pearl Harbor, comprend que les cuirassés sont morts. Il parie sur l'aviation. Il comprend aussi la puissance des sous-marins. Mais il est seul. L'état-major général de la marine impériale, le Kaigun, est figé dans le culte du cuirassé. Il ne voit pas le sous-marin comme un prédateur solitaire. Il le voit comme une extension de la flotte de surface. Le résultat, c'est une doctrine absurde. Le sous-marin japonais doit traquer les navires de guerre ennemis, les cuirassés, les porte-avions, pas les cargos, pas les pétroliers, les marines marchandes, une cible secondaire, disent dans les manuels, indigne d'un samouraï. C'est une erreur monumentale. Et cette erreur, elle porte un nom, la flotte combinée. Toute la pensée stratégique japonaise est construite autour d'une idée. Attirer la flotte américaine dans une grande bataille au large du Japon, comme à Tsushima, et l'anéantir. Le sous-marin sert à épuiser l'ennemi avant ce choc, à couler quelques unités majeures, à espionner, mais surtout pas à couler des cargos, parce que si vous coulez des cargos, vous admettez que la guerre sera longue. Et une guerre longue, le Japon ne peut pas la gagner. Donc, par dogme, on ne la prépare pas. C'est un raisonnement circulaire et suicidaire. En décembre 1941, le Japon possède 64 sous-marins, des I-boats, des monstres, les plus gros sous-marins du monde. Certains peuvent faire le tour de la planète sans ravitailler. Ils transportent des hydravions de reconnaissance. Ils filent à 23 nœuds en surface. C'est une flotte impressionnante, plus grande que celle des Américains au même moment. Et que font ces bijoux de technologie? Ils partent à la chasse, aux cuirassés. À Pearl Harbor, le 7 décembre, des sous-marins de poche sont envoyés dans la rade. Résultat, ils se font tous couler. Ils ne servent à rien. Les torpilles japonaises, elles, sont excellentes. Les fameuses longues lances. Rapides, fiables, à longue portée. Mais montées sur des destroyers,
pas sur des sous-marins. Pendant les 6 premiers mois de la guerre, les sous-marins japonais coulent des navires de guerre américains. C'est vrai. En 1942, ils endommagent le Saratoga. Ils coulent le Yorktown à Midway, déjà touché par l'aviation. Le Wasp, en septembre 1942, est coulé par le I-19. Une belle prouesse, l'équipage du I-19 tire 4 torpilles. Il en envoie une dans le porte-avions. Et par hasard, les 3 autres touchent un cuirassé et un destroyer. C'est un coup de génie, ou de chance. Mais regardez les chiffres. En 1942, les sous-marins américains coulent 180 navires japonais. La plupart sont des cargos, soit 725 000 tonnes. Les sous-marins japonais, eux, coulent à peine 150 000 tonnes. Essentiellement des cibles militaires. La différence ne saute pas aux yeux en 1942. Mais en 1943, le piège se referme. Les Japonais n'ont pas touché une seule goutte de pétrole américain, alors que les Américains, eux, commencent à étrangler le Japon. Le Japon importe 90% de son pétrole, 80% de son minerai de fer, 70% de son caoutchouc. Tout arrive par bateau. La marine marchande japonaise est le tuyau d'oxygène de l'Empire. Si on coupe le tuyau, l'Empire s'étouffe. Les généraux japonais le savent. Mais les amiraux refusent de le voir. Pourquoi? Parce que la guerre sous-marine contre le commerce, c'est la guerre de course. Les Allemands le font dans l'Atlantique, les Américains le feront dans le Pacifique. Mais pour les Japonais, c'est immoral, c'est indigne. Nous ne sommes pas des pirates, disent-ils. Alors ils continuent de construire des sous-marins géants, des usines flottantes. En 1944, ils lancent les I-400, 122 mètres de long, 5300 tonnes, le plus gros sous-marin jamais construit avant l'ère nucléaire. Il transporte 3 bombardiers. Objectif, couler le canal de Panama. Le canal de Panama. Pendant que les Américains coulent leurs pétroliers à 2 pas de Tokyo. C'est absurde. Et c'est là qu'on touche du doigt la folie de la stratégie japonaise. Ils veulent la victoire magique, le coup qui change tout. Une arme secrète, un raid spectaculaire, une bataille décisive. Ils ne veulent pas de la guerre industrielle, pas de la guerre d'usure. Le sous-marin japonais n'attaque pas les cargos, parce que le cargo est un objectif petit, indigne. Le sous-marin américain, lui, n'a pas ses scrupules. Dès le 8 décembre 1941, l'amiral Harold Stark ordonne la guerre sous-marine sans restriction contre le Japon. Les Américaux ne sont pas des samouraïs. Ce sont des industriels, et ils savent que la guerre, c'est l'économie. Pendant que les sous-marins japonais attendent la bataille décisive, les sous-marins américains, eux, étranglent le Japon. Mais ils ne le font pas immédiatement. Les Américains aussi commettent des erreurs au début de la guerre. Des erreurs presque impardonnables. Les torpilles Mark 14. Une arme secrète, dans l'autre sens. Une arme qui ne fonctionne pas. Imaginez l'équipage du sous-marin USS Wahoo. En janvier 1943, il traque un pétrolier japonais. Gros, lent, plein de fuel, une cible parfaite. Le commandant Dudley, Mush Morton, donne l'ordre. Tirez. La torpille quitte le tube. On entend le sifflement. Les hommes retiennent leur souffle. Le sillage blanc file vers la coque. Paf. Rien. La torpille traverse le pétrolier sans exploser. Morton enrage. Il tire une 2e torpille. Même chose. Une 3e. Rien. Une 4e. Une 5e. Sur 8 torpilles tirées, 5 sont passées au travers du navire, comme des flèches dans du beurre. C'est absurde. Et c'est pourtant vrai. Le problème vient du détonateur magnétique. La torpille Mark 14 est conçue pour exploser sous la quille, où la coque est plus mince. L'idée est bonne. Mais en pratique, les détonateurs s'arment trop tôt, ou trop tard, ou jamais. Et quand ils s'arment, la moindre variation de température de l'eau les fait exploser prématurément. En 1942, les sous-marins américains ont tiré des centaines de torpilles. Des centaines. Et combien ont explosé correctement? Moins de la moitié. Le pire arrive en juillet 1942. L'USS Tinosa, commandant Dan Daspit, traque le pétrolier japonais Tonanmaru No. 2. Un monstre. 20 000 tonnes. Daspit tire 2 torpilles. Toutes 2 explosent contre la coque. Le pétrolier ralentit mais ne coule pas. Daspit s'approche. Il positionne son sous-marin à 800 mètres, une distance ridiculement courte. Il tire une torpille, directement dans le flanc. Rien.
Il en tire une deuxième. Rien. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième. Une sixième. Sur 15 torpilles tirées à bout portant, 11 ont touché la coque. 0 explosion. Daspit rentre à la base, furieux. Il rapporte une torpille intacte. La démonstration est faite. La Mark 14 est une arme qui ne sert à rien. Mais le bureau de l'armement à Washington refuse d'admettre le problème. Pendant 21 mois, ils accusent les équipages. Vous tirez mal. Vous n'entretenez pas vos torpilles. Vous êtes incompétents. Les sous-mariniers américains sont traités comme des menteurs, alors qu'ils meurent sur des sous-marins avec des torpilles qui ne marchent pas. Ce n'est qu'en septembre 1943 que les défauts sont finalement corrigés. Par les hommes sur place, pas par Washington. Une fois les torpilles réparées, la chasse commence. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 1942, les sous-marins américains coulent 180 navires japonais. 725 000 tonnes. En 1943, ils en coulent 335, 1,5 million de tonnes. En 1944, 603 navires, 2,7 millions de tonnes. Chaque année, le tonnage coulé double presque. Pendant ce temps, la marine marchande japonaise s'effondre. En décembre 1941, elle comptait 6,4 millions de tonnes de capacité. Fin 1942, 5,9 millions. Fin 1943, 4,5 millions. Fin 1944, 2,5 millions. En août 1945, il ne reste que 1,4 million de tonnes. Et sur ce tonnage, les trois quarts sont inutilisables, bloqués dans des ports ou trop endommagés pour naviguer. Le Japon n'importe plus de pétrole, plus de minerais, plus de nourriture. L'Empire est une île qui meurt de faim. Et les sous-marins américains n'ont représenté que 2% des effectifs de la marine américaine, 50 000 hommes. Ils ont coulé 55% de tous les navires japonais perdus pendant la guerre. C'est une efficacité inouïe. Mais les Japonais, eux, n'ont toujours pas compris la leçon. Le paradoxe japonais est vertigineux. En 1941, la marine impériale possède les meilleures torpilles du monde. Les fameuses Type 93, baptisées Longue Lance par les Alliés après la guerre. Elles filent à 50 nœuds sur 20 km. Une portée phénoménale, une vitesse inouïe, et elles explosent comme il faut. Mais ces torpilles sont montées sur des destroyers, pas sur des sous-marins. Les sous-marins japonais utilisent la Type 95, une version adaptée, plus courte, plus légère, mais toujours aussi redoutable. Alors pourquoi les résultats sont-ils si faibles? Parce que le problème n'est pas technique, le problème est doctrinal. Un sous-marin japonais doit attaquer des navires de guerre, des cibles rapides, protégées, qui manœuvrent, qui ripostent. Pour toucher un porte-avions filant à 25 nœuds, le sous-marin doit être parfaitement positionné. Au bon endroit, à la bonne seconde, les marges d'erreur sont infimes. Le cargo, lui, est lent, prévisible, sans défense, une cible facile. Mais le cargo, disent les amiraux, n'est pas un objectif militaire digne de ce nom. Alors les sous-marins japonais traquent les cuirassés. Et ils meurent. Prenez le I-19, celui qui a coulé le Wasp en septembre 1942. Un exploit magnifique. Une torpille qui touche le porte-avions, 3 autres qui par hasard frappent un cuirassé et un destroyer. Le commandant Kinashi Takakazu est un héros. Il meurt en 1943. Son sous-marin est coulé par un destroyer américain. Il avait 31 ans. La carrière du I-19 a duré 2 ans. Pendant ces 2 ans, il a coulé 3 navires de guerre. C'est tout. 3. Le Wasp, l'O'Brien et un cargo. Pendant ce temps, un sous-marin américain moyen coule 15 cargos. La différence n'est pas dans les hommes. Les équipages japonais sont courageux, disciplinés, bien formés. Leur morale est élevée, du moins au début. Ils croient en leur mission, ils croient en l'empereur. Mais la mission est idiote. Les sous-marins japonais sont envoyés en patrouille devant les bases américaines. Midway, Guadalcanal. Ils attendent, des jours, des semaines. L'ennemi ne vient pas. Ou alors il vient, mais protégé par des destroyers. Les sous-marins ripostent. Parfois, ils touchent. Parfois, ils meurent. Le problème s'aggrave après 1943. Les Américains déploient le radar, une invention que les Japonais n'ont pas maîtrisée. Les destroyers américains repèrent les sous-marins japonais la nuit, en surface. Ils les traquent, les coulent. Les sous-marins japonais, eux, naviguent à l'œil, à l'oreille. Ils ne voient pas l'ennemi arriver. Et les pertes deviennent catastrophiques.
Au début de la guerre, le Japon a 64 sous-marins. À la fin, 130 sont construits au total. Combien survivent? 56. Les autres, 74, reposent au fond du Pacifique, avec 3500 sous-mariniers, un taux de perte de 57%. C'est le plus élevé de toutes les marines engagées. Les Allemands ont perdu 75% de leurs U-boot. C'est pire en pourcentage, mais en nombre d'hommes, les Japonais ont perdu presque autant. Et pourquoi? Pour rien. Aucune bataille décisive n'a eu lieu. Les cuirassés japonais ont été coulés par l'aviation. Les porte-avions aussi. Les sous-marins japonais n'ont pas changé le cours de la guerre. Ils n'ont pas étranglé l'Amérique. Ils n'ont même pas ralenti la marine américaine. Pendant ce temps, les sous-marins américains continuent de couler. Nous avons vu les sous-marins américains étrangler le Japon. Nous avons vu la doctrine japonaise s'effondrer sur elle-même. Mais l'histoire ne serait pas complète sans un nom. Un seul sous-marin, une seule mission et un seul homme. Le 30 juillet 1945. L'océan Pacifique est calme, une nuit sans lune. À la surface, un croiseur américain fend l'eau noire, l'USS Indianapolis, 186 mètres d'acier, 1195 hommes à bord. Ils viennent de livrer la bombe atomique. Les composants de Little Boy, celle qui va exploser au-dessus d'Hiroshima dans 8 jours, ont été déposés à Tinian. Mission accomplie. Les marins sont soulagés. Ils pensent à la maison, à la fin de la guerre. Le commandant Charles McVeigh Troy est à la passerelle. Il ne le sait pas, mais il est en train de naviguer vers la mort. À 150 km de là, un périscope fend la surface. Le I-58. Commandant Mochitsura Hashimoto, 36 ans, marié, 3 enfants. Il est à bord de son sous-marin depuis septembre 1944. Un B-3, 109 mètres de long. Un monstre. Mais un monstre modifié. Le I-58 a été équipé pour porter des kaiten, des torpilles humaines, des kamikazes sous-marins, des pilotes enfermés dans un tube d'acier de 15 mètres de long avec une charge explosive en tête. Une fois lancé, l'homme ne peut plus revenir en arrière. Il meurt en percutant un navire ennemi. C'est la dernière arme secrète japonaise. Mais ce soir-là, Hashimoto n'utilisera pas les kaiten. Pourquoi? Parce que la mer est trop agitée. Parce que la visibilité est mauvaise. Parce que ses pilotes sont trop précieux. Ou parce que, tout simplement, il n'en a pas besoin. À 23 heures, le I-58 repère une silhouette à l'horizon. Un grand navire. Seul. Non escorté. Hashimoto plonge à 12 mètres. Il observe. Il identifie. Un cuirassé américain, croit-il. Il ne sait pas que c'est un croiseur. Mais cela n'a pas d'importance. Il donne l'ordre de se préparer. 6 tubes lance-torpilles, des types 95 modifiés. Chaque torpille porte une charge de 400 kg d'explosifs. Un détonateur magnétique, réglé à 4 mètres de profondeur. À 23h26, Hashimoto ordonne le tir. 6 torpilles quittent les tubes en rafale. Elles filent dans l'obscurité, silencieuses, rapides. 40 secondes plus tard, les 2 premières frappent l'Indianapolis à l'avant. La 3e explose au milieu du navire. L'impact est dévastateur. Le croiseur tressaute. L'acier hurle. Les cloisons sautent. Les chaudières explosent. L'eau noire se rue par les brèches. En 12 minutes, l'Indianapolis chavire. Il coule par 5000 mètres de fond. 1195 hommes. 300 meurent dans le naufrage. Les 900 autres flottent à la surface. Dans l'eau. Sans gilet de sauvetage pour beaucoup. Sans eau. Sans nourriture. La nuit est froide. Les requins arrivent. Les requins océaniques. Les longimanes. Les plus dangereux du Pacifique. Ils attaquent. Pendant 4 jours et 4 nuits, ils dévorent les hommes. Un par un. Par centaines. Les marins hurlent. Ils voient leurs camarades disparaître dans une gerbe de sang. Ils flottent, épuisés, assoiffés, brûlés par le soleil. Beaucoup deviennent fous. Certains boivent l'eau de mer. Ils meurent en quelques heures. D'autres se noient. D'autres encore se laissent couler. Le 2 août, un avion de patrouille américain survole la zone par hasard. Le lieutenant Wilbur Gwynne voit une tache noire à la surface. Il descend. Il découvre des centaines de corps. Des hommes qui flottent, vivants ou morts. Il largue un radeau, un émetteur. Il appelle les secours.
Un hydravion Catalina se pose sur l'océan. Son pilote, Adrian Marks, sort 56 survivants de l'eau. Il les attache sur les ailes. Il les charge dans la carlingue. Puis, les destroyers arrivent. Sur 1195 hommes, 317 sont repêchés. 5 meurent après leur sauvetage. Il reste 312 survivants. Le reste, 879 hommes, est mort. Dans le naufrage, dans l'eau, dans les dents des requins. L'Indianapolis est la pire catastrophe navale de l'histoire américaine. Et le commandant McVeigh? Il est jugé en cour martiale, accusé d'avoir mis son navire en danger, de ne pas avoir zigzagué. La marine américaine a besoin d'un coupable. McVeigh est le bouc émissaire. Hashimoto est appelé à témoigner. Contre lui, l'officier japonais qui a coulé le navire vient à Washington pour dire sous serment que McVeigh n'a pas zigzagué. McVeigh est reconnu coupable. Il se suicide en 1968. Une balle dans la tête. Il tenait dans sa main un petit soldat de plomb, une relique de son enfance. Hashimoto, lui, devient prêtre Shinto. Il meurt en 2000, à 91 ans, 5 jours avant que McVeigh ne soit officiellement innocenté. Le drame de l'Indianapolis n'est pas un accident. C'est le symbole de tout ce qui n'a pas fonctionné dans la guerre sous-marine japonaise. Et c'est aussi le symbole de tout ce qui a fonctionné chez les Américains. Regardons les chiffres une dernière fois. Entre décembre 1941 et août 1945, les sous-marins américains ont coulé 1314 navires de guerre et marchands japonais, soit 5,3 millions de tonnes. C'est plus que ce que les sous-marins allemands ont coulé dans l'Atlantique pendant toute la guerre. Et ils l'ont fait avec seulement 2% des effectifs de la marine américaine. Les sous-marins japonais, eux, ont coulé environ 1 million de tonnes, principalement des navires de guerre. La différence n'est pas technique. Les sous-marins japonais sont excellents. Les torpilles aussi. Les équipages sont courageux, disciplinés, bien formés. Les amiraux japonais ne sont pas stupides. Ils ont simplement une vision du monde qui est devenue obsolète en 1918. Le culte de la bataille décisive, le mépris de la guerre économique, l'incapacité à voir que la marine marchande est l'artère vitale d'un empire insulaire. Les Américains, eux, n'ont pas ces scrupules. Dès le premier jour, ils attaquent les cargos. Sans restriction, sans pitié. Et quand leurs torpilles ne fonctionnent pas, ils les réparent. Quand leur tactique ne marche pas, ils les changent. Ils apprennent, ils s'adaptent. Les Japonais, eux, restent figés. Jusqu'à la fin. En 1945, la marine impériale possède encore des sous-marins. Des dizaines. Certains sont même en construction. Le I-400, le plus gros sous-marin du monde, est prêt. Sa mission, couler le canal de Panama. Une idée spectaculaire, une idée folle. Pendant que ces monstres attendent dans leurs hangars, les sous-marins américains patrouillent au large du Japon. Ils coulent les derniers pétroliers, les derniers cargos de riz, les dernières liaisons avec les colonies. Le Japon est à genoux. Les usines tournent à vide. Les raffineries sont sèches. Les champs de patates douces remplacent les rizières parce qu'il n'y a plus d'engrais. Les gens meurent de faim dans les rues de Tokyo. Et les sous-marins japonais restent au port. Par manque de carburant, par manque de pièces détachées, par manque d'hommes formés. Le 15 août 1945, l'empereur Hirohito annonce la capitulation. La guerre est finie. Les sous-marins japonais, ceux qui ont survécu, sont livrés aux Américains. Certains sont coulés en mer, d'autres sont sabordés. D'autres encore servent de cible pour des essais nucléaires à Bikini. Le I-58, celui qui a coulé l'Indianapolis, survit. Il est capturé à Curé le 2 septembre 1945, le même jour que la reddition formelle sur le Missouri. Il est rayé des listes de la marine japonaise le 30 novembre. Et le 1er avril 1946, il est remorqué au large des îles Goto. Des canons américains l'achèvent. Il repose par 200 mètres de fond. Mochitsura Hashimoto, son commandant, devient prêtre Shinto. Il prie pour les âmes des morts, les siens et les leurs. Il meurt en 2000, à 91 ans. Ce n'est pas un hasard si la marine américaine a gagné la guerre sous-marine. Ce n'est pas seulement une question de torpilles qui finissent par exploser. C'est une question de stratégie, de vision et de refus de l'illusion. Les Américains ont compris une chose que les Japonais n'ont jamais comprise. Un sous-marin n'est pas un navire de guerre comme les autres. C'est un prédateur. Et un prédateur ne chasse pas les lions. Il chasse les gazelles, les faibles, les lents, les isolés. Un porte-avions,
C'est un lion. Il est rapide, il est protégé, il a des dents. Et surtout, il ne voyage jamais seul. Il est entouré de destroyers, de croiseurs, d'avions. Attaquer un porte-avions, c'est risquer sa vie pour une chance infime de succès. Les sous-marins japonais l'ont fait. Ils en ont coulé 2, peut-être 3. Et ils ont perdu des dizaines de sous-marins dans l'opération. Un pétrolier, c'est une gazelle. Lent, gros, sans défense. Il voyage seul ou en convoi mal protégé. Il ne peut pas riposter. Il ne peut pas s'échapper. Il suffit d'une torpille, une seule, et le pétrolier coule. Avec lui, des milliers de tonnes de carburant. Le sang de la machine de guerre japonaise. Les sous-marins américains ont coulé des pétroliers. Des centaines. En 1944, la marine japonaise a manqué de carburant. Ses cuirassés, ses porte-avions, ses croiseurs sont restés au port. Ils n'avaient plus de fioul pour sortir. Pendant que les sous-marins américains patrouillaient, les plus grands navires de guerre japonais étaient condamnés à l'immobilité, des cibles flottantes, inutiles. Le cuirassé Yamato, le plus gros navire de guerre jamais construit, 72 000 tonnes, 460 mm de canon principal, a passé la majeure partie de la guerre à l'ancre, par manque de carburant. Quand il est finalement sorti pour Okinawa en avril 1945, il a été coulé par l'aviation. Pas par des sous-marins, mais ce sont les sous-marins qui l'ont affamé. Les Américains ont également compris une autre chose. La guerre sous-marine est une guerre d'attrition. On ne gagne pas en coulant un cuirassé ici ou là. On gagne en coulant chaque jour 10 cargos, chaque semaine 20 pétroliers, chaque mois 100 navires de ravitaillement. On gagne en rendant la mer trop dangereuse pour l'ennemi. On gagne en étranglant. Les chiffres sont implacables. En 1941, le Japon importait 6 millions de tonnes de pétrole par an. En 1944, il n'en importait plus qu'1 million. En 1945, presque rien. Les raffineries tournaient à 10% de leur capacité. Les avions d'entraînement volaient à l'alcool de patates douces. Les chars restaient dans leur garage. L'économie japonaise s'est effondrée. Pas à cause des bombes, pas à cause des batailles, à cause des sous-marins. Et les Japonais n'ont jamais trouvé de réponse. Pourtant, l'histoire ne serait pas complète sans parler de l'autre côté de l'océan, sans parler de ceux qui ont permis aux sous-marins américains de rester en vie, parce que si les sous-marins américains ont étranglé le Japon, ils ont failli être étranglés eux-mêmes, par une erreur. Une seule phrase prononcée par un homme qui ne savait pas ce qu'il faisait. Nous sommes en juin 1943. Le représentant Andrew Jackson May, démocrate du Kentucky, président de la commission des affaires militaires de la Chambre, rentre d'une tournée dans le Pacifique. Il a tout vu, les bases, les sous-marins, les briefings classifiés. Les amiraux lui ont parlé en toute confiance. Ils lui ont dit la vérité, une vérité que les Japonais ne doivent surtout pas connaître. Les sous-marins américains plongent à 120 mètres, parfois plus. Les grenades sous-marines japonaises, elles, sont réglées pour exploser à 30 ou 60 mètres, parce que les Japonais pensent que les sous-marins américains ne peuvent pas descendre plus bas. C'est une erreur. Une erreur que les commandants américains exploitent depuis le début de la guerre. Quand un destroyer japonais attaque, le sous-marin américain plonge. Il descend, il traverse la couche thermique. Il atteint 90 mètres, 100 mètres, 120 mètres. Les grenades explosent au-dessus de lui. Il les entend, il les sent, mais il survit. Ce secret est l'une des raisons pour lesquelles les sous-marins américains ne meurent pas plus vite. May tient une conférence de presse à son retour. Il veut rassurer le public américain. Les familles ont peur pour leurs fils. Les journaux parlent de sous-marins perdus. May dit ceci, je cite à peu près. « Nos sous-mariniers s'en sortent bien. Les Japonais règlent leurs grenades trop haut. Elles explosent au-dessus de nos bateaux. » Il le dit, devant des journalistes. Les agences de presse transmettent l'information le jour même. Les journaux la publient, dont un à Honolulu, Hawaï, où la flotte de sous-marins est basée et où les services de renseignement japonais ont des agents. Les paroles coulent les navires. L'affiche de propagande américaine le répétait partout, mais ne l'a pas comprise. L'amiral Charles Lockwood, commandant de la flotte sous-marine du Pacifique, apprend la nouvelle. Il est furieux. Il écrit immédiatement à un supérieur. Je cite, « J'ai entendu dire que le représentant May a affirmé que les grenades japonaises ne sont pas réglées assez profond. Il serait heureux d'apprendre que les Japonais les règlent plus profond maintenant. »
Lockwood estime après la guerre que cette indiscrétion a coûté 10 sous-marins et 800 hommes. Les chiffres sont terrifiants. 52 sous-marins américains ont été perdus pendant la guerre. Plus de 3500 sous-mariniers sont morts. Le taux de perte dans l'arme sous-marine atteint près de 22%, le plus élevé de toutes les forces armées américaines. Selon Lockwood, la conférence de mai est responsable d'un 5e de ces morts. Bien sûr, les historiens n'en sont pas certains. Les Japonais amélioraient aussi leurs grenades. En 1943, ils déploient la Type 3, capable d'atteindre 145 mètres, et leur tactique évolue. Mais le timing est troublant. Après juin 1943, les pertes de sous-marins américains augmentent. Les grenades japonaises explosent plus profond. L'USS Wahoo est perdue en octobre 1943, en mer du Japon. Avec son commandant Dudley Mush Morton, l'un des plus grands as de la guerre sous-marine. 80 hommes, jamais retrouvés. L'USS Sculpin est coulée en novembre 1943, l'USS Kaplan en décembre, l'USS Greyback en février 1944, 10 sous-marins, 800 hommes. Peut-être. Le représentant May n'a jamais été puni. Il est même réélu après la guerre. Personne ne lui a jamais demandé des comptes. Lockwood, lui, n'a jamais oublié. La guerre sous-marine dans le Pacifique, c'est aussi une histoire d'hommes qui ont changé le cours des événements. Pas seulement des amiraux, pas seulement des stratèges, des commandants sur le terrain, des équipages, et un ingénieur qui a refusé d'abandonner. L'amiral Charles Lockwood prend le commandement des sous-marins de la flotte du Pacifique en février 1943. Il a 53 ans. Il est mince, nerveux, exigeant. Mais il a une qualité rare. Il écoute ses hommes. Les commandants de sous-marins lui écrivent. Ils lui disent que les torpilles ne marchent pas. Lockwood pourrait les ignorer. Ses prédécesseurs l'ont fait. Mais lui, il ordonne des tests. Des vrais. En pleine mer, devant ses propres yeux. En juin 1943, il fait tirer une torpille Mark 14 contre une falaise à Hawaï. La torpille frappe la roche. Rien. Pas d'explosion. Il la fait repêcher. Il la démonte. Il découvre que le détonateur magnétique s'active trop tôt. Parfois trop tard. Parfois jamais. Lockwood envoie un rapport cinglant à Washington. Il écrit, je cite, « Si le bureau de l'armement ne peut pas nous fournir des torpilles qui marchent, qu'il nous donne au moins des détonateurs de contact fiables. » Washington résiste. Mais Lockwood insiste. Il menace d'aller voir la presse. Finalement, en septembre 1943, les torpilles sont réparées. Par lui, pas par les bureaux. À partir de ce moment, les chiffres explosent. Lockwood introduit aussi les meutes de loups, les Wolf Packs à l'américaine, des groupes de 3 sous-marins qui attaquent ensemble. La tactique est allemande à l'origine, mais Lockwood l'adapte. Il la rend plus agressive. Il forme des commandants comme Mush Morton, Dick O'Kane, Gene Flockey. Des as, des tueurs. Morton, sur le Wahoo, coule 19 navires en une seule patrouille. O'Kane, sur le Tang, coule 33 navires avant d'être coulé lui-même. Il survit. Il passe le reste de la guerre dans un camp de prisonniers japonais. Flockey, sur le Barbe, est le plus audacieux de tous. En janvier 1945, il emmène son sous-marin dans la mer du Japon, le sanctuaire, là où les Japonais se sentent en sécurité. Il coule plusieurs navires. Puis, faute de cible, il lance des fusées sur des usines côtières. Son équipage débarque sur une île et pose des explosifs sur une voie ferrée. Un sous-marin qui attaque un train. C'est unique dans l'histoire de la guerre. Flockey reçoit la médaille d'honneur, la plus haute distinction américaine. Lockwood, lui, ne reçoit jamais la gloire qu'il mérite. Mais sans lui, la guerre sous-marine américaine aurait échoué. Alors, que reste-t-il de tout cela? Une leçon froide, dure, que les stratèges étudient encore aujourd'hui dans les académies militaires du monde entier. La guerre sous-marine dans le Pacifique n'est pas seulement une histoire de torpilles qui explosent ou de doctrines qui s'affrontent. C'est une histoire de choix, de priorité, de vision du monde. Le Japon a choisi la bataille décisive. L'Amérique a choisi la guerre d'usure. Le Japon a choisi l'honneur du samouraï. L'Amérique a choisi l'efficacité industrielle. Le Japon a construit des sous-marins géants pour des missions spectaculaires.
L'Amérique a construit des sous-marins robustes pour des missions quotidiennes. Un seul de ses choix était rationnel. Le Japon importait 90% de son pétrole, 80% de son minerai, 70% de son caoutchouc. Sans marine marchande, l'Empire s'effondre. C'était écrit, c'était prévisible. Les amiraux japonais le savaient. Ils ont choisi de l'ignorer, par dogme, par orgueil, par incapacité à sortir du moule de Tsushima. Les sous-marins américains ont coulé plus de 5 millions de tonnes de navires japonais. C'est plus que ce que les U-boots allemands ont coulé dans l'Atlantique, et ils l'ont fait avec seulement 2% des effectifs de la marine américaine. C'est l'efficacité la plus élevée de toute la guerre. À la fin, 52 sous-marins américains ont été perdus. 3500 sous-mariniers sont morts, mais ils ont étranglé le Japon. Ils ont coupé ses artères. Ils ont transformé l'Empire en une île affamée, sans carburant, sans acier, sans espoir. Le 15 août 1945, quand l'empereur Hirohito annonce la capitulation, la marine japonaise a encore des sous-marins. Des dizaines. Le I-58 est toujours là. Les I-400 sont presque prêts. Mais ils n'ont plus de carburant, plus de pilotes, plus de guerre à mener. Ils n'ont jamais servi à rien. Le drame de l'Indianapolis a marqué les mémoires. Mais il a aussi occulté une vérité plus vaste. En 1945, la marine japonaise avait perdu toute capacité offensive. Ces sous-marins, ceux qui restaient, ne servaient plus à rien. Ou presque. Car il y a un dernier chapitre. Un chapitre que les manuels d'histoire oublient souvent. Celui des sous-marins géants. Ceux qui devaient changer la guerre. Ceux qui n'ont jamais combattu. Les I-400. Imaginez un sous-marin de 122 mètres de long. 5223 tonnes en surface. 3 hydravions bombardiers, Aichi M6A1 Seiran, rangés dans un hangar cylindrique de 31 mètres. Un canon de pont de 140 mm, 10 tubes lance-torpilles, une autonomie de 37 500 milles nautiques. De quoi faire le tour du monde une fois et demie sans ravitailler. Ces monstres étaient les plus gros sous-marins jamais construits avant l'ère nucléaire. Et ils étaient japonais. L'idée venait de l'amiral Isoroku Yamamoto, le stratège de Pearl Harbor. Dès 1942, il avait imaginé frapper directement le continent américain. Pas les bases côtières, pas les ports. Le cœur économique des États-Unis, le canal de Panama. Le raisonnement était simple, presque élégant. Si vous coupez le canal, la marine américaine doit contourner l'Amérique du Sud. Chaque navire de guerre perd 3 semaines de transit. Les renforts n'arrivent plus. La flotte du Pacifique est isolée. C'était une idée audacieuse. Mais c'était aussi une idée désespérée. Une arme miracle, encore une fois. Le Japon n'avait plus les moyens de gagner la guerre conventionnellement, alors il misait sur le coup spectaculaire. La construction des I-400 commença en janvier 1943. 4 sous-marins furent mis en chantier. Seuls 3 furent achevés, le I-400, le I-401, le I-402. Chacun coûtait une fortune, chacun mobilisait des ressources précieuses, de l'acier, des ouvriers qualifiés, des ingénieurs. Pendant que les sous-marins américains coulaient les pétroliers japonais par centaines, le Japon construisait des jouets gigantesques. Le premier vol du Seiran, l'hydravion embarqué, eut lieu en novembre 1943. C'était un appareil remarquable. Compact, rapide, capable d'emporter une torpille ou 800 kilos de bombes, et conçu pour être assemblé en moins de 7 minutes. Mais en novembre 1943, la guerre était déjà perdue. Guadalcanal avait été évacué. Les Mariannes étaient menacées. La flotte japonaise avait perdu ses meilleurs pilotes. Les usines tournaient au ralenti, faute de matières premières. Le programme I-400 continua pourtant, par inertie, par orgueil, par incapacité à admettre la réalité. En juillet 1945, les I-400 et I-401 étaient prêts. Leur mission, attaquer le canal de Panama. Pas avec des bombes classiques, avec des bombes spéciales, des charges creuses conçues pour percer les écluses. Mais il était trop tard. Le 16 juillet, les États-Unis réussissaient l'essai nucléaire de Trinity. Le 26 juillet, la déclaration de Potsdam sommait le Japon de se rendre. Le 6 août, Hiroshima. Le 9 août, Nagasaki. Le 15 août, l'empereur annonçait la capitulation. Les I-400 n'avaient jamais quitté le port. Le commandant du I-401, Ariizumi Tatsunosuke, choisit le suicide.
Il se tira une balle dans la tête. Ses officiers jetèrent son corps à la mer. Les Américains ne le retrouvèrent jamais. Les sous-marins, eux, furent capturés. Les marins japonais les avaient peints en blanc. Signe de reddition. Les Américains les examinèrent, les photographièrent, les disséquèrent. Puis, en 1946, ils les coulèrent au large d'Hawaï, pour qu'ils ne tombent pas entre les mains des Soviétiques. Les I-400 reposent aujourd'hui par 800 mètres de fond. Leur secret est mort avec eux. Nous arrivons au bout de cette histoire. Une histoire de mythes détruits, d'illusions perdues, de leçons apprises trop tard. Le sous-marin japonais n'était pas une mauvaise arme. C'était une bonne arme, employée par de mauvais stratèges, ou plutôt par des stratèges qui refusaient de voir la réalité en face. La guerre du Pacifique n'a pas été gagnée par les porte-avions seuls, ni par les Marines débarquant sur les plages, ni par les B-29 larguant des bombes atomiques. La guerre a été gagnée par des hommes dans des tubes d'acier, sous la surface, invisibles, silencieux, mortels. Des hommes qui ont compris que couler un pétrolier valait mieux que couler un cuirassé. Que la guerre industrielle ne se gagne pas avec des duels de samouraïs, mais avec des chaînes d'approvisionnement coupées. Que l'ennemi n'est pas un guerrier, c'est un moteur, et un moteur, ça s'étouffe. Les sous-marins américains ont étranglé le Japon. Les sous-marins japonais, eux, sont restés inutiles. Non pas par manque de courage, non pas par manque de technologie, mais par manque de lucidité. Le mythe de la bataille décisive a tué la marine impériale. Le mythe du cuirassé invincible. Le mythe de l'arme secrète qui changera tout. Les I-400, les Kaiten, les torpilles humaines, tout cela n'était que des illusions. Des tentatives désespérées de sauver une guerre déjà perdue. La leçon est simple. Et terrible. Une arme aussi puissante soit-elle ne sert à rien si on ne sait pas s'en servir. Une stratégie aussi brillante soit-elle ne sert à rien si elle ignore les réalités économiques et industrielles. Une doctrine aussi glorieuse soit-elle ne sert à rien si elle ne s'adapte pas. Le Japon a perdu la guerre sous-marine avant même qu'elle ne commence, parce qu'il a choisi l'honneur contre l'efficacité, le mythe contre la réalité, la bataille décisive contre la guerre d'usure. C'est une leçon que les stratèges étudient encore aujourd'hui, dans les académies militaires du monde entier. Et c'est une leçon que nous, simples spectateurs de l'histoire, pouvons méditer. La guerre n'est pas un duel de chevaliers. C'est une question de ressources, de logistique, de patience. Celui qui l'oublie le paie, en sang, en acier, en vies humaines. Les 3500 sous-mariniers américains morts au fond du Pacifique l'ont payé. Les 3500 sous-mariniers japonais morts au fond du Pacifique l'ont payé aussi. Mais les premiers ont gagné la guerre. Les seconds l'ont perdue. Le lieutenant Juzo Tsuda, celui par qui nous avons commencé, repose au fond de la mer du Japon. Son sous-marin, le I-156, n'a jamais rien coulé d'important. Il est mort pour rien. Comme tant d'autres. C'est la tragédie de la guerre. Et c'est aussi son enseignement. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé cette plongée dans l'histoire oubliée des sous-marins du Pacifique, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de partager cette vidéo autour de vous. L'histoire mérite d'être racontée. Et racontée juste. À la prochaine.